Le Moyen-Orient est au bord de la guerre, et cette fois, c'est la nation iranienne qui est dans la ligne de mire. Au cours des dernières semaines, les États-Unis ont accumulé une puissance aérienne dans la région qui dépasse tout ce qui a été vu depuis l'invasion de l'Irak en 2003. La question n'est plus si les États-Unis attaqueront l'Iran, mais quand. Une fois l'offensive lancée, la République islamique d'Iran subira de lourdes pertes. Et même s'il est loin d'être certain que l'Amérique puisse renverser tout le régime, il est impossible de nier que l'oncle Sam a le pouvoir de détruire. Lors des prochaines batailles, l'Amérique ne fera face à aucun réel rival militaire, ni à une menace comparable. Parce que même si l'Iran peut essayer de survivre à ce qui arrive, il n'a tout simplement pas la capacité de gagner. Mais le fait que l'Iran ne puisse pas battre l'Amérique ne veut pas dire que l'Iran ne peut pas lui faire de mal. Les ayatollahs ont juré que toute action offensive de Washington serait suivie d'une riposte rapide et écrasante. Même si les États-Unis veulent renverser le régime, ses dirigeants et soldats se battront jusqu'au bout. Des milliers de soldats américains, l'un des alliés les plus proches de Washington, et une part importante de l'approvisionnement mondial en pétrole sont à portée des armes iraniennes. Alors qu'un affrontement militaire total semble de plus en plus probable, nous devons nous demander à quel point une riposte iranienne pourrait-elle être grave, tant pour l'Amérique que pour le monde entier. Sheets, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Et non, je ne les ai pas simplement retirés comme par magie, je les ai juste tirés sous moi puis sortis pour les faits. La magie de la télévision, tout le monde. Sheets, le sponsor, ils sont fantastiques. Je suis sponsorisé par Sheets depuis des années maintenant. Ils m'ont d'abord envoyé une paire, d'accord ? Et j'ai dit, je veux essayer. Les gars, envoyez-les-moi, j'ai essayé, c'est fantastique. C'est quelque part entre genre un caleçon trop lâche. Je ne suis pas fan des slips, toujours trop serrés. Ils sont juste au milieu, parfaitement. Et aussi, ce qui est particulièrement génial en été, c'est qu'ils ont différents compartiments pour tes parties intimes, donc elles ne collent pas ensemble. C'est vraiment agréable, confortable et parfait. Avec le sous-vêtement Sheets, après une première paire, tu ne voudras plus que ça et tu finiras par en acheter une douzaine pour remplir ton tiroir. En plus, ils ont récemment lancé des éditions limitées dans leur tissu en bambou, que j'ai aussi. Ce n'est pas celui-ci, mais c'est aussi excellent. C'est encore plus doux, c'est plus respirant que le matériau standard. Je ne sais pas comment, mais celui-ci est aussi fantastique, les gars. Même coupe, juste plus léger et plus frais. L'édition limitée. Une fois qu'elles sont parties, c'est fini. Si vous voulez les essayer vous-même, allez sur sheet.com/warfronts et utilisez le code WARFRONT pour obtenir 20% de réduction sur votre commande. C'est sheet.com/warfronts, code WARFRONTS, pour 20% de réduction. Maintenant, revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Les menaces du jeudi 26 février, c'est demain, le jour où cet épisode sort. Des représentants des États-Unis et de l'Iran se réuniront à Genève pour des discussions urgentes. Ce n'est pas la première fois que ces ennemis ont tenté de parvenir à un accord ces dernières semaines. Ce sera donc la troisième tentative, l'Iran proposant de nouvelles concessions sur son programme nucléaire. Et le président du pays, Massoud Pezeshkian, déclarant au monde en ligne qu'il croit qu'un progrès est possible. Chez Warfront, notre équipe sait à quel point les points chauds peuvent rapidement s'enflammer ou se calmer jusqu'à la résolution. Et donc, nous devons souligner qu'au moment où nous écrivons ces lignes, au début de la journée, le mardi 24 février, heure locale, à Téhéran, il y a une possibilité que cette crise au Moyen-Orient se résolve pacifiquement, mais cela ne veut pas dire qu'une résolution pacifique soit probable. Au contraire, selon tous les indicateurs extérieurs, une frappe américaine contre l'Iran semble presque inévitable. Ce n'est pas seulement à cause du renforcement militaire où 2 groupes aéronavals, plusieurs dizaines de F-22 et F-35 furtifs, ainsi qu'une immense quantité d'autres équipements défensifs ont déjà été déployés dans la région. Ce n'est pas uniquement à cause des reportages où des médias comme le New York Times et le Wall Street Journal s'accordent. Une frappe limitée contre l'Iran est désormais très probable, avec d'importantes opérations de deuxième phase prévues si l'Iran ne cède pas après cette première attaque, et cela ne tient pas seulement aux signes subtils du renforcement militaire américain. 6 des quelques 9 avions E-3 de détection et de contrôle disponibles, 3 des très performants avions Rivet Joint américains, un avion espion U-2 servant d'interface de communication, et même un appareil mystérieux lié aux forces spéciales américaines de premier plan, tous se dirigent discrètement vers la région, ou peut-être pas si discrètement que ça. Et ce n'est même pas une question de coût irrécupérable. À ce stade, les États-Unis ont déjà investi plusieurs milliards de dollars rien que pour constituer ce type de force, avant même que les bombes ne commencent à tomber. La probabilité de ces frappes militaires se mesure au fait que les positions de négociation américaines et iraniennes restent très éloignées. L'Iran exige que les négociations portent uniquement sur son programme nucléaire, sans aborder ses missiles balistiques. Son traitement des manifestants qui ont survécu à une série de massacres début janvier,
ou l'un des autres problèmes que l'Amérique a insisté pour voir abordés, les États-Unis exigent que l'Iran renonce à ses ambitions nucléaires et abandonne tout espoir, même d'un programme civil. Alors même que les nouvelles concessions supposées de l'Iran seraient loin de répondre à ces attentes. Il ne semble pas non plus probable que les États-Unis et l'Iran règlent leurs différends de sitôt. Comme l'a déclaré Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, à Fox News au sujet du point de vue de son patron samedi, je cite, « Il se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je ne veux pas utiliser le mot capituler, mais pourquoi n'ont-ils pas capitulé ? Pourquoi sous cette pression et avec toute cette puissance maritime là-bas, ne sont-ils pas venus nous dire « Nous affirmons ne pas vouloir d'armes, voici ce que nous sommes prêts à faire ». En Iran, la position des dirigeants du régime est totalement opposée, citant le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghachi dans une réponse directe à Witkoff ce jour-là. Vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas capitulé ? Parce que nous sommes iraniens ? Maintenant, la différence entre le calcul du risque stratégique de l'Iran et celui des États-Unis pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière. Alors, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires si vous souhaitez que nous abordions ce sujet à l'avenir. Mais pour l'instant, il suffit de dire que Washington et Téhéran fonctionnent avec des conceptions complètement différentes du succès, de l'échec, du risque et de la récompense pour Washington. Entourer l'Iran de matériel militaire devrait suffire à le pousser à capituler. Après tout, l'Iran n'a pas besoin que les États-Unis utilisent réellement leurs armes pour comprendre l'ampleur de la dévastation si l'Amérique décide de les utiliser. Que les ayatollahs ricanent face aux États-Unis, lèvent le poing vers le ciel et défiant à l'Amérique de venir les chercher, c'est de la pure folie. En Iran, cependant, le calcul est très différent. C'est un endroit défini depuis près de 50 ans par son insistance sur le martyre pour l'État et sa foi dans l'expérience iranienne elle-même. En tant que démonstration audacieuse et incontestable de résistance contre l'ordre mondial occidental, l'Iran n'a pas besoin de vaincre l'Amérique pour gagner. Selon la logique de l'ayatollah, l'Iran doit simplement survivre, même si le guide suprême ou ses alliés ne sortent pas vivants d'un conflit. Comme l'a expliqué l'expert de l'Iran, Dani Sitronovitz, sur X, je cite, « Une escalade militaire a peu de chances de forcer l'Iran à se rendre. Au contraire, les menaces extérieures ont tendance à renforcer la cohésion interne du régime et à valider son discours de résistance de longue date. » Fin de citation. Washington et l'Iran ne voient pas seulement la situation différemment, ils parlent des langages diplomatiques et stratégiques complètement différents. Même notre équipe de Warfront serait soulagée que tout cela se termine pacifiquement. Au lieu de la mort de civils supplémentaires pris au piège au milieu de ce conflit, une résolution pacifique est tout simplement loin d'être aussi probable que l'alternative. Que l'Amérique choisisse de commencer modestement dans le but d'obtenir la soumission de l'Iran, ou qu'elle passe immédiatement à une campagne militaire totale, il est très probable que les bombes tomberont sur l'Iran très bientôt. Quoi qu'il arrive, une attaque américaine entraîne automatiquement une riposte militaire iranienne. Avant de détailler une contre-attaque iranienne, une clarification s'impose. Si les États-Unis choisissent tant de frapper l'Iran, il ne s'agit pas de savoir si l'Iran choisirait ou non de répondre. Si les États-Unis frappent, l'Iran ripostera. Ce qui signifie que la discussion sur laquelle nous devons nous concentrer concerne le moment, la manière et l'endroit où cette riposte aura lieu. Bien que nous puissions justifier cette affirmation en soulignant les très nombreuses menaces de représailles que l'Iran a lancées ces dernières semaines, celles-ci pourraient être considérées comme de simples menaces en l'air. Il est beaucoup plus difficile d'écarter le calcul stratégique, où pour l'Iran, la riposte militaire n'est pas simplement un autre élément du manuel stratégique. Alors que pour la plupart des armées mondiales, dans une confrontation directe avec une autre puissance mondiale, la riposte ne serait qu'une option parmi d'autres, pour l'Iran, la riposte constitue l'ensemble de sa stratégie. Après des décennies d'embargo, d'isolement diplomatique et de la lenteur des livraisons d'équipements militaires d'alliés comme la Russie, l'Iran n'est pas équipé pour mener une guerre conventionnelle. Il n'a presque pas de marine, très peu de forces aériennes, et ses forces terrestres sont surtout tournées vers la répression interne plutôt que des actions à l'étranger. Ce qui signifie que si les États-Unis ou un autre rival choisissent d'attaquer l'Iran, principalement depuis les airs et la mer, alors l'Iran est une cible facile. Au lieu d'essayer de combler cet écart, l'Iran a concentré toute son attention sur sa capacité à riposter grâce à une combinaison de missiles balistiques et de croisières, de drones kamikazes et d'actions dans les zones vulnérables. Le détroit d'Ormuz, voie maritime clé pour le transport de pétrole et de gaz naturel, longe la côte iranienne. En gros, l'Iran fait une promesse au reste du monde. Attaquer l'Iran, et l'Iran rendra la vie misérable, même s'il finit par perdre. C'est le véritable cœur de l'argument pour l'acquisition d'une arme nucléaire par l'Iran que ce dernier nie toujours avoir voulu.
Hormis les démentis, alliés et adversaires de l'Iran s'accordent sur ce point. D'un point de vue purement stratégique, une bombe nucléaire serait parfaitement adaptée à un pays dans la position de l'Iran, car il deviendrait impossible d'attaquer l'Iran sans risquer une riposte ultime. Et dans un échange non nucléaire, nous avons un exemple très récent qui montre à quel point il est important pour Téhéran de démontrer sa capacité à riposter. Lorsque les États-Unis ont lancé l'opération Marteau de minuit en 2025 contre plusieurs installations nucléaires iraniennes, l'Iran a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas une escalade vers un conflit plus large, mais il a tout de même riposté contre les États-Unis. L'Iran a choisi une cible, la base aérienne d'Al-Udeid gérée par les États-Unis dans le pays voisin du Qatar, et a prévenu à l'avance, plusieurs heures avant l'attaque, à la fois le Qatar et les États-Unis qu'il attaquerait la base. Face à ce barrage de missiles, les États-Unis ont eu largement le temps de mettre leur personnel essentiel en position pour résister à l'attaque. Le Qatar a fermé son espace aérien et demandé la même chose aux pays voisins. La plupart des missiles iraniens ont été interceptés alors que les défenses aériennes et la capacité de lancement de l'Iran étaient déjà dévastées. Mais même si l'Iran n'avait pas de missiles à gaspiller dans une attaque futile, et même si l'Iran savait que ces frappes ne causeraient pas de dégâts significatifs aux États-Unis, il a quand même choisi de riposter. Parce que même lorsque l'Iran cherche à désamorcer la situation, il est crucial pour l'Iran de montrer sa capacité et sa volonté de riposter. Cette fois-ci, la réaction de l'Amérique face à une frappe iranienne reste une question ouverte, et nous ne savons pas si une frappe américaine limitée et peu dommageable entraînerait une riposte tout aussi inoffensive. Mais les deux parties semblent croire que la situation est bien plus grave qu'elle ne l'a jamais été en 2025, et l'Iran a clairement indiqué qu'il pense que les États-Unis se dirigent vers une opération de changement de régime. Quoi qu'il en soit, si l'Iran est fait frapper, il tentera de riposter. Et s'il pense que l'Amérique cherche désormais à menacer son existence même, alors la réponse de l'Iran sera à la hauteur. Donc la véritable conversation que nous devons avoir concerne les options de l'Iran. Quels sont les moyens de représailles dont dispose l'Iran ? Quels moyens choisirait-il en réponse à une attaque donnée et où l'Iran chercherait-il à frapper ? Avant de répondre à cette question, nous interrompons nos prévisions géopolitiques pour présenter notre abonnement premium Front Stokoe. Chez Front, notre équipe approfondit l'analyse des conflits mondiaux, de la géopolitique et des influences cachées qui façonnent notre monde. Les abonnés accèdent à 2 épisodes premium par semaine et à tout notre catalogue d'articles écrits par des journalistes primés et des experts internationaux. L'abonnement coûte seulement 5$ par mois ou 50 par an et il nous aide à rester indépendants et à proposer des contenus gratuits sur YouTube. Mais maintenant, revenons à l'Iran et aux nombreux moyens de représailles dont dispose la République islamique, ces moyens. L'arme la plus importante de l'arsenal moderne de l'Iran, de loin, c'est le missile balistique. Selon le bureau du directeur du renseignement national des États-Unis, l'Iran possède le plus grand stock de missiles balistiques de toutes les nations du Moyen-Orient, comprenant une grande variété de missiles à courte et moyenne portée pouvant atteindre jusqu'à 2000 km, soit plus de 1200 miles. Si l'Iran se limite à cette portée de 2000 km, c'est parce que ces chiffres garantissent qu'Israël est à portée. Les missiles balistiques volent à des vitesses supersoniques selon une trajectoire parabolique qui les mène à la limite de l'espace avant de retomber vers leur cible. Difficiles à intercepter, capables de causer d'immenses dégâts, l'Iran les disperse pour éviter qu'ils soient tous ciblés en même temps. L'Iran a construit au moins 5 villes de missiles souterraines et possède de nombreux lanceurs mobiles pour garder ses armes en mouvement jusqu'au lancement. La capacité de l'Iran à utiliser ses missiles balistiques n'est plus ce qu'elle était lors de ses différentes vagues d'hostilité avec Israël depuis 2024. Israël aurait détruit près d'un tiers des lanceurs de missiles iraniens, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. On ne pense pas que l'Iran renouvelle ses lanceurs à un rythme soutenu et il a également du mal à remplacer les missiles déjà lancés ou détruits, puisqu'Israël a également pris soin de cibler des installations spécifiques qui étaient essentielles aux capacités de production de missiles de l'Iran. L'Iran affirme s'être remis des dégâts causés par ces conflits précédents, mais pour être franc, l'Iran ment probablement. Malgré tout, on estime que le pays possède encore entre 1000 et peut-être plus de 3000 missiles, la plupart des estimations se situant entre 1500 et 2000. L'Iran dispose aussi de milliers de missiles de croisière conventionnels, certains atteignant 3000 km de portée. Ces missiles sont beaucoup plus lents que leurs équivalents balistiques, mais ils sont manœuvrables en vol et attaquent en s'approchant de l'adversaire comme le ferait un avion, au lieu de tomber du ciel comme une météorite. Cela signifie qu'ils requièrent divers systèmes de défense aérienne pour être interceptés.
Bien que tous les missiles de croisière iraniens n'aient donc pas été testés au combat, beaucoup ont eu un certain succès en service. Outre ces groupes mandataires à l'étranger, l'Iran affirme exploiter au moins un missile de croisière hypersonique, le Fatah 2, même s'il n'a pas été utilisé au combat. On ne pense pas qu'il soit disponible en nombre suffisant. D'autres missiles de croisière iraniens, comme le Kh-55 soviétique, posent aussi problème. Ils sont lancés depuis les airs, et l'Iran possède peu d'appareils opérationnels pour les lancer. Les quelques appareils qu'il peut encore faire voler risquent d'être détruits sur le tarmac lors d'une première frappe américaine, ou d'être traqués et détruits par des avions furtifs américains nettement supérieurs. Nous devons également noter que l'Iran est particulièrement fier de ses missiles anti-navires et il affirme posséder des missiles capables de détruire des porte-avions américains. Sans entrer dans trop de détails, cependant, ces affirmations sont pour le moins douteuses. Encore une fois, dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez que nous approfondissions ce sujet séparément. Ce serait plutôt amusant. Alors, nous devons prendre en compte la véritable fierté de l'Iran. Sa large gamme et son nombre impressionnant de drones sans pilote, en particulier les drones kamikazes à usage unique comme le Shahed 136. Bien que le nombre de drones en service en Iran ne soit pas clair, on pense que l'Iran en possède plusieurs milliers, y compris des modèles qui volent lentement ou rapidement, haut ou bas, furtifs ou non furtifs, et qui transportent soit une ogive, soit servent de leurre. Ils sont conçus pour être bon marché et jetables, devenant les plus dangereux en essaim massif, visant non seulement leur cible, mais aussi la saturation de la défense aérienne adverse, épuisant les intercepteurs plus vite qu'ils ne peuvent être rechargés, ou au mieux pour l'Iran, jusqu'à leur épuisement, semant le chaos et forçant les intercepteurs à les cibler en priorité. Ces drones permettent à des missiles plus dangereux d'échapper à la défense et de frapper des cibles que les adversaires de l'Iran auraient donc pu protéger. L'Iran dispose aussi d'un arsenal limité mais croissant de drones maritimes, semblables à ceux utilisés par l'Ukraine contre la Russie en mer Noire. Opérant seuls, en essaim ou avec des vedettes rapides, drones aériens ou missiles, les drones maritimes peuvent percer la coque des navires adverses, à la ligne de flottaison ou sous la surface. Ensuite, l'Iran dispose de son réseau de groupes régionaux par procuration, un large éventail de groupes alliés à travers le Moyen-Orient qui dépendent de l'Iran pour leur survie. Et ils viendraient à la défense de l'Iran en cas d'affrontement total. Les plus importants à surveiller en ce moment sont le Yémen, les rebelles Houthis et un réseau de milices pro-iraniennes disséminées en Irak et en Syrie. Selon le matériel dont ils disposent et ce qu'ils considèrent peut-être comme étant dans leur propre intérêt stratégique, ces groupes peuvent lancer des essaims de drones, quelques missiles, roquettes ou, pour les milices syriennes et irakiennes, attaquer directement le personnel américain ou allié. Les Houthis peuvent aussi cibler les navires commerciaux en mer Rouge, ce qu'ils ont déjà fait avec des impacts divers ces dernières années. L'organisation Hamas à Gaza et l'organisation Hezbollah au Liban ont chacune subi de lourdes pertes face à Israël ces dernières années et semblent actuellement moins capables de participer aux hostilités. Mais il est possible qu'ils puissent redevenir actifs dans les bonnes circonstances. Enfin, l'Iran pourrait aussi avoir le temps de son côté. Quoi qu'en dise la rhétorique venant de Washington, l'Iran sait presque certainement trois choses sur la situation réelle de l'Amérique. Premièrement, l'Amérique ne semble pas vouloir d'un conflit prolongé. Donald Trump et ses alliés cherchent une action militaire qui soit aussi courte et percutante que possible. Deuxièmement, les déploiements actuels de l'Amérique sont très coûteux, et la seule chose qui coûterait encore plus cher que de maintenir ces déploiements pendant des mois serait de tout rapatrier puis de tout redéployer à nouveau plus tard. Troisièmement, Donald Trump subit une pression politique importante dans son pays après avoir mené campagne sur un message anti-guerre, promettant de mettre fin aux opérations de changement de régime à l'étranger. Il doit également faire face au scandale Epstein en cours. Et il doit maintenant se préparer à ce qui semble être des élections de mi-mandat difficiles en novembre prochain. En conséquence, l'Iran peut estimer qu'en patientant, en continuant de menacer de représailles et en faisant traîner les négociations avec les États-Unis, il pourrait venir un moment où les États-Unis ne pourront plus justifier ce déploiement, où l'évolution politique à Washington amènera Donald Trump à rapatrier les troupes. Avant de continuer, nous devrions faire une brève remarque à propos de deux rapports récents concernant des armes russes qui sont récemment arrivées en Iran, notamment les premiers de ce qui sera un total de 500 missiles portatifs, ainsi que des hélicoptères d'attaque Mi-28. Bien que ces missiles portatifs puissent représenter une menace pour les avions de guerre et hélicoptères américains volant à basse altitude, ainsi que pour les drones. Ce ne sont pas des armes que l'Iran pourrait utiliser pour riposter efficacement contre une action américaine, sauf pour tenter de détruire des appareils aériens déjà envoyés par les États-Unis dans une zone de combat.
Sans parler du fait qu'il n'est pas encore confirmé qu'il soit arrivé en Iran, même dans les premiers envois. Il en va de même pour ces hélicoptères russes. Bien qu'ils puissent lancer des missiles de croisière à courte portée, ils seront peu utiles pour riposter contre les États-Unis dans la région. Bien sûr, le soutien tardif de la Russie à l'Iran compte pour d'autres raisons, mais ce n'est pas particulièrement pertinent ici. Les cibles, tout aussi importantes que les moyens dont dispose l'Iran, sont les cibles que l'Iran va essayer de frapper. Et ici, nous devons clarifier une chose, pour rassurer les Américains nerveux qui pourraient regarder depuis le sol américain. Indépendamment des autres moyens dont dispose l'Iran, l'Iran n'a pas la capacité d'attaquer les États-Unis, ni d'ailleurs l'Europe, par des moyens militaires conventionnels. L'Iran peut lancer des cyberattaques contre les États-Unis et utiliser des agents pour des assassinats ciblés, du sabotage ou d'autres attaques hybrides sur le sol américain. Il n'existe aucun scénario où des missiles balistiques iraniens frappent New York ou Los Angeles. On peut débattre toute la journée de la volonté de l'Iran de lancer ce type d'attaque, mais ce pays n'a tout simplement pas les armes nécessaires pour le faire. Au lieu de cela, toute riposte iranienne se concentrera sur la région environnante, où l'on peut répartir ses cibles potentielles en 3 grandes catégories: les moyens et le personnel militaires américains, la nation d'Israël et les pays du Golfe Persique. Nous commencerons par les États du Golfe. Car entre le déploiement massif de systèmes de défense aérienne par l'Amérique et la panique qui a gagné plusieurs capitales pétrolières du Golfe ces dernières semaines, les États-Unis et leurs alliés s'accordent à dire que cela est très probable. Les États du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats ont essayé de faire comprendre à l'Iran qu'ils ne participeront pas aux frappes américaines, n'aideront pas à faciliter l'action militaire américaine et ne prendront pas part au conflit, sauf pour se protéger eux-mêmes. Mais cela ne veut pas dire que l'Iran va écouter. Les États du Golfe abritent énormément de pétrole, et ce pétrole est à la fois très important pour le reste du monde et très vulnérable aux attaques. Les champs pétrolifères, terminaux et autres infrastructures énergétiques critiques ne bénéficient pas des mêmes défenses aériennes que d'autres cibles, ce que l'Iran sait. En 2019, par exemple, des rebelles Houthis ont lancé quelques drones contre des installations de traitement de Saudi Aramco sur le sol saoudien, infligeant plusieurs frappes critiques. Cela a perturbé près de 6 millions de barils par jour et déstabilisé les marchés mondiaux. C'était une attaque relativement mineure, et elle paraît insignifiante comparée à ce que l'Iran pourrait accomplir avec les armes dont il dispose. En somme, la menace d'une telle riposte permettrait à l'Iran de prendre en otage l'économie mondiale. De même, l'Iran pourrait viser le détroit d'Ormuz, en alternative ou en parallèle aux frappes contre les États du Golfe. Le détroit se trouve bien à portée de pratiquement tout l'arsenal militaire dont dispose l'Iran. Et même si l'Iran n'est pas prêt de remporter une bataille navale directe contre le groupe aéronaval américain qui se trouve actuellement au large des côtes d'Oman. Il n'en a pas besoin. L'Iran est capable de poser rapidement suffisamment de mines marines à travers le détroit pour que les navires commerciaux soient contraints de rester à quai ou d'éviter complètement le golfe Persique. En même temps, l'Iran peut menacer tous les navires de passage avec des frappes directes de missiles, de drones, de vedettes rapides, d'hélicoptères ou de tout autre moyen que l'Iran souhaite utiliser. C'est l'autre option de l'Iran pour prendre en otage l'économie mondiale, avec l'avantage supplémentaire qu'il n'est pas forcément obligé de détruire grand-chose et peut garder cette option en réserve. Tout en exerçant une pression significative sur les États-Unis et leurs alliés, il y a aussi toutes les cibles américaines à la portée de l'Iran, y compris le personnel et les infrastructures physiques. Les États-Unis possèdent des bases dans toute la région, notamment en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar, à Bahreïn et au Koweït, tous situés sur le golfe Persique. Certaines de ces bases auraient même déjà été évacuées, selon des rumeurs, et lundi, les États-Unis ont ordonné au personnel non essentiel d'évacuer leur ambassade au Liban. Cela montre l'étendue des ressources que l'Iran ou ses alliés supplétifs pourraient en menacer. Bien que les affirmations de l'Iran concernant des missiles tueurs de porte-avions soient improbablement exagérées, l'Iran a tout de même la capacité de submerger des navires américains isolés et plus petits avec des drones aériens et maritimes, des missiles balistiques et de croisière, des vedettes rapides et même des avions basés à terre dans les bonnes circonstances. L'Iran ne peut pas affronter directement la puissance aérienne américaine, mais pourrait abattre des avions américains lors d'un conflit prolongé. Consultez un rapport du magazine Air and Space Forces des États-Unis, publié dimanche détaillant comment les rebelles Houthis du Yémen ont failli abattre 2 F-16 américains en mars 2025. Dans toute la région, les bases américaines peuvent s'attendre à subir des bombardements intenses, en particulier dans des endroits comme le Qatar, Bahreïn et d'autres bases situées à quelques centaines de kilomètres du sol iranien. De même, les soldats américains sur le terrain, les diplomates, les travailleurs humanitaires et même les simples citoyens qui se trouvent au Moyen-Orient.
Tous risquent une attaque asymétrique des alliés supplétifs de l'Iran, surtout en Irak et en Syrie. Enfin, il y a la possibilité que l'Iran concentre sa riposte sur Israël, une éventualité à laquelle Israël est au prêt. Et selon les médias israéliens, le pays a informé les États-Unis qu'il est capable d'absorber des attaques iraniennes ponctuelles de plusieurs centaines de missiles balistiques si nécessaire. Les États-Unis ont déployé d'importants moyens navals et aériens, dont un second groupe aéronaval, pour défendre Israël et leurs propres installations à proximité si besoin. L'armée israélienne est bien entraînée pour gérer les attaques iraniennes. Cela dit, Israël a subi des dégâts limités pendant la guerre de 12 jours en 2025, et les échanges précédents en 2024 ont mis à l'épreuve les limites des défenses aériennes israéliennes. Les États-Unis et Israël ont tous deux présenté l'échange militaire à venir comme une initiative principalement américaine, avec Israël dans un rôle de soutien. Cela suggère qu'Israël pourrait se croire moins exposé qu'il ne le serait autrement. De plus, il est possible que le régime iranien ne survive pas à la fin du conflit. Cela signifie qu'Israël est probablement prêt à accepter un peu plus de souffrance si cela veut dire que le problème iranien d'Israël pourrait être résolu une bonne fois pour toutes. Donc à la fin de cet épisode, nous devons être très clairs sur un point. Une riposte significative de l'Iran peut encore être évitée en contrôlant et en limitant l'ampleur du conflit à venir. L'Iran sait comment calculer soigneusement ses attaques de représailles. Il comprend comment éviter de bouleverser l'équilibre géostratégique qu'il préfère, et il a déjà fait preuve de retenue s'il estime que cela peut préserver le régime lui-même. Mais si Washington choisit d'engager l'Iran dans un conflit total, avec le changement de régime comme objectif ultime, alors Washington et tout le Moyen-Orient doivent se préparer à une riposte totale. L'Iran n'a tout simplement pas d'autre option si ses dirigeants veulent avoir la moindre chance de survie. Merci de nous avoir regardés.